150 chefs d'État et de gouvernement au pied du mur. C'est dans un climat d'urgence que s'est ouvert ce matin la COP21. Un seul mot d'ordre pour les participants, ne pas décevoir les attentes, aller au-delà des discours d'intention. Un élan politique comme celui-ci pourrait ne jamais se représenter. Vous avez entre vos mains le pouvoir d'assurer le bien-être de cette génération et des générations à venir. Un à un, tous les dirigeants présents se sont exprimés, y compris les plus gros pollueurs de la planète. En tant que première puissance économique du monde et en tant que plus important pays émetteur de carbone, nous avons convenu qu'il est de notre responsabilité d'agir. Le compte à rebours est enclenché, il faut parvenir à un accord d'ici vendredi 11 décembre, minuit. Un accord crucial pour restreindre à 2 degrés le réchauffement climatique de la planète d'ici 2100. Et ce n'est pas une mince affaire. Pour les experts, si l'on ne change rien, l'activité humaine actuelle, les émissions de gaz à effet de serre conduiront tout droit la planète vers une augmentation de 4 degrés. Comment limiter ce coup de chaud et éviter des catastrophes naturelles irréversibles, invivables? C'est tout l'enjeu de la COP21. L'unité affichée devant les caméras résistera-t-elle aux jours et aux nuits de négociations à venir? Les dirigeants de la planète parviendront-ils à tenir le plafond symbolique des 2 degrés maximum? Bonsoir à tous les trois. Jean-Marc Jancovici, bonsoir. Vous êtes ingénieur spécialiste de l'énergie et du climat. Vous êtes associé fondateur de Carbone 4, et pas 14 évidemment, un cabinet de conseil indépendant spécialiste de la transition énergétique. Et vous avez publié le 4 novembre, donc il y a à peine un mois, aux éditions Odile Jacob, Dormez tranquille jusqu'en 2100 et autres malentendus, c'est assez provoquant, sur le climat et l'énergie. Et selon vous, on a évidemment tort d'essayer de mobiliser l'opinion avec la figure de l'ours blanc qui dérive lamentablement sur la banquise. Ce qui compte, ce sont d'évoquer les conséquences économiques, géopolitiques et démographiques d'un réchauffement climatique qui irait au-delà de plus de 2 degrés. On va évidemment en parler ce soir. Annie Dahan, bonsoir. Vous êtes historienne des sciences, spécialiste des négociations climatiques. Vous êtes directrice de recherche au CNRS. Gouverner le climat, coécrit avec 2 autres auteurs, un autre auteur paru en janvier 2015 aux presses de Sciences Po. Pour vous, le chiffre de 2 degrés est un seuil symbolique défini politiquement d'ailleurs selon un objectif scientifique. Il ne faut pas lui accorder une importance excessive. Ah bon? Pourtant, Gilles Boeuf, bonsoir, on est ravis de vous revoir. Vous êtes biologiste, conseiller scientifique au ministère de l'écologie, professeur à l'université Pierre et Marie Curie. Votre livre, La biodiversité de l'océan à la cité, édition Collège de France Fayard, en avril 2014. Selon vous, on parle de sauver la planète, mais la planète se fout totalement du réchauffement climatique. C'est nous, les humains, qui avons un énorme problème avec cela. Alors, on va démarrer dans un instant le débat, mais d'abord une question d'un internaute. Oui, la voici. Humain. Comment obliger tous les pays bipède. à signer un accord et surtout à l'appliquer si on ne taxe pas sévèrement ceux qui ne respectent pas leurs engagements? Annie Dahan, ça ne va pas être le cas, mais est-ce qu'il aurait fallu prévoir de sanctionner les mauvais élèves, faire de l'écologie punitive mais appliquée aux États? Ce processus a beaucoup de défauts. Celui-là, cette possibilité aurait peut-être aidé les choses. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de droit international de l'environnement véritablement contraignant. Et donc, c'est un impératif moral. Ce sont les sociétés civiles qui peuvent peser pour contraindre les gouvernements à tenir parole et à emprunter des chemins plus vertueux. Mais on est grosso modo dans un schisme de réalité depuis 20 ans, c'est-à-dire des actes d'un côté, une planète qui suit son cours d'un côté et des discours de l'autre. C'est pas encore mûr, Jean-Marc Jancovici. Il faudra un jour un traité international avec des mécanismes de sanctions. Voilà, là on sent bien que les États n'y sont pas prêts, quoi. Dans les nombreux malentendus, puisque c'est le thème du bouquin, il y en a un qui est qu'on survend en permanence les résultats qui sont atteignables dans le cadre de ce genre de réunion. Pour donner un parallèle qui vaut ce qui vaut, une réunion des Nations Unies, c'est une assemblée de copropriétaires sans syndic, où on rentre dans la pièce en ne sachant pas exactement quel est le problème à traiter et où chaque copropriétaire a une voix, qu'il soit propriétaire du triplex du dernier étage ou du placard à balai. Donc on imagine bien, et tout doit se faire par consensus, donc on imagine bien que ce genre... Et par ailleurs, il n'y a pas
ne serait-ce que la possibilité d'appliquer un prix, par exemple, parce que pour ça, il faut que quelqu'un décide de la nature de l'impôt, de la base de l'impôt, du montant de l'impôt, de qui va collecter l'impôt, de où va l'argent, de qui, etc. Et c'est absolument pas dans le mandat des Nations Unies de traiter de ce genre de sujet. Alors, les 2 degrés quand même, qui a décidé en 2009, 2 degrés. Pour autant que je m'en souvienne, c'est un chiffre qui est sur la table depuis un certain temps et il a été politiquement acté à Copenhague. Oui. C'est l'Europe, le Conseil européen qui l'a avancé en 2002. Alors pourquoi ce chiffre? Ça n'a pas été au doigt mouillé. Pourquoi ce chiffre? Il vient des scientifiques, donc quand même du GIEC qui non. Bien sûr, il a une racine scientifique. Voilà, c'est ça, il a une racine scientifique, comme toujours. C'est-à-dire, en gros, il marque la fourchette d'incertitude autour de ce que l'humanité a connu depuis à peu près 20 000 ans. Et dans lequel elle s'est développée. Et donc, ça a été considéré comme le seuil dangereux qu'il ne fallait pas dépasser. Alors ce chiffre, effectivement, c'est le chiffre du jour, Elisabeth, 0,85 degrés Celsius. Parce que les 2% que vous évoquiez, madame, précisément, on pense que c'est la référence 2015. Mais pas du tout. En fait, c'est 2%, c'est la limite. Et en fait, 2 degrés. 2 degrés, pardon, c'est pas 2%, 2 degrés, merci. C'est depuis 1880. Par conséquent, depuis cette date, nous avons déjà, en fait, réchauffé, contribué au réchauffement carboné climatique, réchauffement de la planète. Et en fait, ce n'est plus 2%, mais 1,15 degré qu'il nous reste d'ici 2100. Gilles Boeuf. Voilà, donc Gilles Boeuf, on a en fait très peu de temps. La marge de manœuvre est très faible, beaucoup plus faible que les 2% ne laisseraient penser. De toute façon, vous savez, sur les 7 plaies écologiques que je définis souvent, la seule sur laquelle il est trop tard pour réagir, pour empêcher un changement climatique, c'est le climat. Parce que ce CO2 qu'on accumule depuis un certain temps, il est là, on en a pour un certain temps. Et le climat a commencé à produire des effets. Moi, je vois très bien sur mes oiseaux, sur mes papillons, c'est clair, sur ma vigne, sur mes récoltes. Alors, il se passe ces choses particulières, mais ce qu'il ne faut quand même pas cacher, c'est que ce n'est pas le principal problème qu'a aujourd'hui le vivant sur cette planète. On détruit les écosystèmes à une vitesse effroyable. 23 millions d'hectares partis en Indonésie de forêts tropicales en 2009 et 2013. On surexploite, on dissémine tout partout. Le climat vient surimposer ses effets aujourd'hui. Et ça peut être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Oui, Jean-Marc Jancovici. Non, je voulais dire, il faut un objectif politique à un moment. Oui. Ce qui est important, c'est de le fixer, parce que tant qu'on ne l'a pas fixé, on n'a pas fixé ce qu'on appelle le budget carbone. Parce qu'il y a une loi très simple qui relie l'élévation de température qu'on aura en 2100 avec la quantité d'émissions qu'on a le droit de mettre dans l'atmosphère entre 1850 et 2100. Alors 1850, c'est révolution industrielle. Oui, que les gens comprennent bien, ce n'est pas une date aléatoire choisie comme ça, c'est début des émissions, le charbon. 1780, mais ça ne change pas grand-chose. Au début, les émissions étaient tellement faibles que vous preniez comme date de départ 1820, 1850, 1870, ça ne change rien. Donc il y a une loi très simple qui dit, vous prenez les émissions depuis le début de la révolution industrielle jusqu'en 2100, vous faites une règle de 3 et vous avez l'élévation de température qu'on aura en 2100. C'est vraiment très simple. Et donc, c'est fiable ? Pardon ? Et c'est fiable ? Ça résulte d'une accumulation de connaissances scientifiques qui est fiable en ordre de grandeur. D'accord. C'est un ordre de grandeur. Oui, la marge d'erreur derrière est quelques dixièmes de degré d'un côté ou de l'autre. Et une fois qu'on a dit ça, on a fixé globalement la trajectoire des émissions, je dis bien globalement, encore une fois, là aussi il y a une marge d'erreur, et ça dit par exemple, si on veut respecter ces 2 degrés, qu'il faut diviser les émissions mondiales par 3 d'ici à 2050. Alors on peut se chicaner, ça peut être 2,5, 3,5, enfin bon bref, mais on est à peu près par 3, et ça dit par exemple, à d'autres trucs, pour commencer à faire un peu toucher du doigt, qu'il faut mettre à la ferraille la totalité des centrales à charbon dans le monde dans les 30 ans qui viennent. Voilà, ça dit des choses de cette nature. On va revenir peut-être après sur ce qu'il faudra changer, mais déjà avec ces 2% et déjà avec cette progression-là, le 2 degrés, pardon, je ne vais pas y arriver. C'est beaucoup plus que 2% en fait. Le monde a déjà changé, Gilles Boeuf. Tout ce qui a changé déjà, si on essaye de le visualiser, de le comprendre. On le voit très bien, on a fait un travail avec l'essence participative il y a quelque temps. C'est super robuste. 10 000 personnes. 1,5 million d'heures d'observation sur l'Europe de l'Ouest. Nos papillons, ils ont fait 114 km vers le nord sur 18 ans et nous avons 33. Le déplacement des populations, donc dans l'hémisphère nord vers le nord, des animaux comme les maquereaux qu'on ne trouvait pas dans certains pays et qu'on trouve dorénavant en Islande et en Norvège, c'est ça ? Tout à fait. Des migrations qui sont bouleversées. On a reçu une paysanne du Niger il y a 8 jours qui nous disait que les migrations animales
au Niger était totalement bouleversée. Et Gilles Boeuf, je crois que vous êtes très attaché aussi à l'acidification de l'océan, qui est directement liée aux émissions de CO2. Ça, c'est très clair. Comment ça ? En fait, c'est très simple, c'est que ce CO2 qui se retrouve dans l'atmosphère, il réagit à l'interaction avec la surface de la masse d'eau. Et le CO2 d'eau, ça fait de l'acide carbonique, qui est un acide faible, qui acidifie l'océan. Pour l'instant, on est rendu à quelques centaines de mètres, mais si on continue comme ça, on aura l'océan plus acide jusqu'au fond. Il faut bien dire que l'océan ne sera jamais acide, c'est impossible. Il a des effets tampons très forts, mais il est plus acide qu'auparavant. Alors la question, c'est que ça s'est déjà passé au cours de la Terre. Le problème, jamais à cette vélocité-là. Jamais à cette vitesse. C'est ce que vous appelez la grande accélération. Il est 30% plus acide. Et si on continue à mettre ce CO2 dans l'état actuel, il risque d'être 50% plus acide. Et ça nous préoccupe beaucoup, parce que le vivant sait réagir à température qui change, quand ça ne va pas trop vite. C'est beaucoup plus difficile de réagir quand à ça cette change trop vite. Vitesse d'acidité en ce moment. Évidemment, on a parlé des animaux, mais pour les hommes. Pour les hommes, c'est la hausse du niveau de la mer. Or, on sait que pratiquement plus de 70% des villes dans le monde sont construites sur les côtes et au voisinage des estuaires, de fleuves, etc. Donc ça veut dire des migrations. Ça a déjà commencé. Ça a commencé, oui. La fonte des glaces de l'Arctique, ça a commencé. On voit bien que les couches de glace sont beaucoup moins épaisses, beaucoup plus fragiles, etc. Et ça provoque une hausse du niveau de la mer, ça provoque des tas de Alors vous avez évoqué François Hollande et les migrations. Le mot migration, le mot migrant environnemental, oui, c'est ça. Et donc, en fait, le dérèglement climatique produit déjà des migrations. On écoute le président qui en a parlé ce matin. Le réchauffement annonce des conflits comme la nuée porte l'orage. Il provoque des migrations qui jettent sur les routes plus de réfugiés que n'en génèrent les guerres. Des États risquent de ne plus pouvoir satisfaire les besoins vitaux de leur population. François Hollande là parle des migrations. On est dans un contexte déjà difficile sur le sujet, assez tendu en tout cas en Europe, pas seulement en Europe. On sait très bien qu'en Afrique, il y a eu énormément de phénomènes de désertification, d'assèchement des sols, etc. Et que nous sommes déjà dans des phénomènes migratoires, des déplacements. Il y a des territoires aujourd'hui qui ne sont plus habitables et qui poussent ces dérèglements poussent les gens à partir. Exactement. Oui, ce qu'on est en train de vivre en ce moment en Europe, c'est des déterminants liés au changement climatique. Oui. La Méditerranée est en train de s'assécher. Enfin, le pourtour du bassin méditerranéen est en train de s'assécher, la pluviométrie est en train de baisser. Ça exerce une pression sur les rendements des cultures, ça rend les pays encore plus importateurs qu'ils ne l'étaient avant, ou ça les fait devenir importateurs. La Syrie n'était pas importatrice de céréales jusqu'en 2007. Peut-être un petit lien de cause à conséquence. Et tous les pays dans lesquels, les printemps arabes sont directement liés à des émeutes de la faim. C'est ça, pénurie alimentaire. Et ces émeutes de la faim ont un déterminant climatique double dans le bassin méditerranéen d'une part, et d'autre part, il y a eu en 2010 une canicule redoutable en Russie qui a privé le marché mondial des céréales, de la production russe, des exportations russes cette année-là, avec un prix des céréales qui a doublé sur l'année. 100 000 morts en Russie cette année-là. Les prévisions de l'ONU en 2050, ce serait 250 millions de réfugiés climatiques si rien n'est fait pour tenter de faire redescendre. Je vais rejoindre probablement ce que disent mes deux voisins de droite. Il faut bien comprendre que ce genre de chiffres, on pourrait le multiplier ou le diviser par 10, tout simplement parce qu'on est en train de faire une expérience pour la première fois qui sort totalement du cadre de ce qu'on est capable de prévoir. Exactement. Donc il n'y a pas d'actuaire des risques du changement climatique. Il n'y a pas d'addition et des règles de 3 savantes à faire. Donc c'est un grand saut dans l'inconnu. Vous savez, on n'a pas une planète avec des humains et une sans humains à côté. Là, on pourrait faire la manip pour on aurait pu faire 450 fois l'expérience et voir ce que ça donne, mais on n'a pas ce banc d'essai. Et il y a des gens qui considèrent que déjà 2 degrés, on est en train de prendre un risque absolument considérable pour les sociétés humaines. Alors, il y a aussi des conséquences sanitaires, des maladies tropicales, des maladies inconnues qui arrivent, qui nous frappent, et ça, c'est lié au réchauffement climatique. Exactement, ça a déjà commencé d'ailleurs, et puis on a des données très précises sur la manière dont 2-3 degrés de plus vont avoir des effets sur notre santé. Il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, des pneumologues français ont fait le lien entre réchauffement et pollution, c'est-à-dire que le réchauffement climatique va favoriser des pics d'ozone, ce qui va créer une recrudescence de cancer du poumon, de maladies respiratoires, d'asthme. Et puis ça a aussi des conséquences plus indirectes. C'est l'OMS qui le prédit dans un rapport qui a été publié il y a environ un mois, un rapport dans lequel on peut lire qu'un réchauffement planétaire de 2 à 3 degrés augmenterait de 5% le nombre d'habitants exposés au paludisme. Ça représente une hausse de 150 millions de personnes. Gilles Boeuf, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des insectes qui sont
sont porteurs de maladies qui peuvent bien arriver sûr. en Europe, le chikungunya, le palu, la dent. Absolument. Aedes albopictus, ce petit moustique qui nous embête beaucoup, eh bien, il est partout dans le sud de la France aujourd'hui. Il était en Corse, il était en Camargue, il est chez moi en pays catalan. On a des remontées même jusqu'à venir à Paris. Le palu, en Europe, je ne crois pas trop. Par contre, le chikungunya, certainement, plus d'autres maladies tropicales. La dengue, par exemple, des gens ont contracté la dengue en France. C'est jamais vu. Ça a commencé, ça aussi. Et ça, c'est lié au réchauffement climatique ou juste à la mondialisation, la circulation des marchandises, des hommes? On avait regardé au début, auprès des aéroports, il y avait des cas comme ça. Mais là, on est sur des choses qui sont beaucoup plus massives, avec des remontées. J'étais en Chine il y a quelques temps, à Shanghai, et j'ai vu comment ces moustiques qui fluctuent, qui viennent du Vietnam ou du sud de la Chine, remontent maintenant vers le nord. Et vous savez qu'il y a quand même eu 2 moustiques nouveaux apparus dans le métro londonien. C'est une histoire assez fantastique, cette histoire-là, quand même, sur 40 ans. Est-ce qu'il y a un risque qu'on n'arrive pas à tenir ces 2 degrés? Évidemment. Jean-Marc Jancovici. Bien sûr. En fait, on ne va pas les tenir. Alors ça, l'avenir le dira. Vous n'êtes pas d'accord. Vous divergez. Non, mais c'est parce que vous m'avez apostrophé en disant que je n'accordais pas d'importance aux 2 degrés. J'accorde beaucoup d'importance aux 2 degrés du point de vue des impacts et des dégâts que ça peut faire. Là où j'accorde moins d'importance, c'est à la façon dont, dans la négociation actuelle, on dit qu'on est à 2,7, mais qu'il faut être à 2. Ça, c'est autre chose. C'est-à-dire, je crois que les engagements actuels ne permettent absolument pas de savoir exactement à combien on est. Parce qu'ils portent sur les 10 années maximum ou 15 années qui viennent sans de contraintes. Voilà, il y a trop d'inconnus. On peut facilement physiquement les dépasser, ça ne pose aucun problème. En fait, quand on regarde le CO2 qui est potentiel, qui correspond à ce qu'on peut encore déstocker de terre en termes de combustibles fossiles, il y a très très largement de quoi faire les 2 degrés. En fait, il y a très largement il y a 5 ou 6 fois de quoi faire les 2 degrés. Donc ça ne veut pas dire 14, ça veut dire qu'il y a 5 ou 6 fois le CO2 sous terre qui permet de faire les 2 degrés. Donc physiquement, ça ne pose pas de problème, on peut les dépasser. Est-ce qu'on va le faire? L'avenir le dira. La seule chose qui est absolument certaine, c'est qu'aucun système ne peut rester indéfiniment hors d'équilibre. Oui. Donc ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que si ça n'est pas l'humanité qui met bon ordre à ce problème, c'est le problème qui se chargera de mettre bon ordre à l'humanité. Et ça, on risque de ne pas aimer du tout. La formule est vache. Un petit mot des climato-sceptiques. Il y en a de moins en moins en France, à part quelques barbons de l'Académie des sciences, mais quasiment plus. Par contre, aux États-Unis, un certain nombre de climato-sceptiques qui ont une influence à travers les lobbies pétroliers. Alors, je vais vous présenter un sénateur américain. Il s'appelle James Inhofe. C'est un fossile républicain de 81 ans pour qui tout baigne dans l'huile. Thibault Nolte vous le présente dans Bang Bang. Ils sont au centre de l'histoire et méritent forcément quelques déboires. Tandis que la COP21 est l'espoir de la planète, un sénateur américain proche du lobby pétrolier envisage de jouer les troubles fêtes à Paris. Alors, faut-il fossiliser James Inhofe? James Inhofe est sénateur républicain de l'Oklahoma, un État du Midwest en forme de hachoir, gavé de gaz et de pétrole. Il est aussi président du comité sénatorial sur l'environnement et intervient sur toute nouvelle législation environnementale américaine. Le goudron, c'est bon. À Washington, il est aussi réputé élu le plus climato-sceptique. James est au climat ce que le général Custer était aux Indiens, un fossoyeur. En 2009, il avait voulu torpiller la COP de Copenhague. Chaussé de bottes en serpent, il s'était ridiculisé en éructant contre un complot climatique hollywoodo-onusien emmené par Barbara Streisand. Madame Streisand, quand on n'a pas de banjo... En 2012, il a compilé la somme de ses élucubrations sceptico-chrétiennes dans un livre-programme. Et en février dernier, remarquant que de l'eau gelée tombait du ciel, Jimmy a jeté une boule de neige en plein Sénat sur l'air de « Eh mon c***, c'est du poulet ». Décoré par sa clientèle politique, Jim est notamment héros du Trophée des contribuables, gardien de la flamme au Centre pour la politique sécuritaire, noté A+, par le lobby des armes, et bienfaiteur à vie chez les pétroliers d'Oklahoma. Inhofe est en réalité le virus agressif d'une droite américaine cacochime et misanthrope, la promesse d'une ébullition climatique. Merci Thibault Nolte. Gilles Boeuf, lui, est une caricature, il est vendu au lobby pétrolier. Mais un climatologue disait ce matin dans le Figaro, quand on est face à un climato-sceptique, il ne faut pas le renvoyer dans ses cordes, il faut argumenter, car les gens sont parfois sincères lorsqu'ils ne voient pas. Ils se croient sincères.
Vous savez, j'en ai eu un récemment à la Sorbonne après une discussion. Il me dit, voilà, monsieur le professeur, je suis climato-sceptique. Ça semblait une profession. Il me dit, écoutez, moi je suis amoureux. Oui. Et ça a limité le débat. Pas d'argumentation. C'est très déterminé comme ça, voilà. Très bien. Vincent, vous vouliez poser une question? Quand même, on se dit, d'accord, ça va être très difficile même de contenir cette élévation de la température, mais est-ce que vous ne sous-estimez pas l'effet de l'innovation? On est au début d'une révolution technologique avec le numérique. Est-ce que dans les 85 et quelques années qui nous restent avant d'atteindre 2100, on ne va pas avoir, quand on voit les sommes investies dans la recherche et le développement, des solutions nouvelles? Alors je vais tenir 2 conclusions de vieux cons grincheux. Croissance verte. Non, deux propos de vieux cons grincheux. J'ai regardé comment avait évolué l'efficacité énergétique de l'économie dans le monde sur les 50 dernières années. Plus elle s'améliore, mieux on se porte. Eh bien, depuis le début de la révolution numérique, c'est-à-dire depuis 2000, elle n'a pas bougé d'un iota. Dit autrement, l'économie n'est ni plus ni moins efficace aujourd'hui qu'en 2000. Il y a un deuxième truc que j'ai regardé, c'est combien on met de CO2 dans l'atmosphère pour faire $1 de PIB. Eh bien, depuis l'essor des énergies renouvelables en 2000, ça n'a pas bougé d'un iota non plus. Parce que ce qui s'est vraiment passé dans le monde sur les 15 dernières années, c'est l'explosion du charbon, beaucoup plus que l'explosion des éoliennes et du solaire. Ouais. Donc, conclusion et préconisation. Pour en revenir au propos de Vincent Giret, penser que le temps emmène nécessairement les choses dans le bon sens grâce au progrès, malheureusement, ne correspond pas. C'est une autre idée reçue, peut-être. C'est une idée reçue, exactement, ça ne correspond pas à ce qu'on voit. Ami Dahan, donc quelle préconisation, quelle action doit-elle être punitive? Moi, je pense que la première chose, et que n'a jamais fait ce processus international et qu'on n'a pas assez fait, c'est d'identifier la transformation qui est devant nous. C'est-à-dire, elle est énorme, elle est colossale, elle concerne nos modes de production, nos comportements, nos modes de vie, etc. Qui le dit? Personne. Et donc, vous? Oui, nous, mais pas de politique. Mais pas les politiques. Ouais. Aucun politique ne le dit. Donc la conscience de ce problème, on ne peut pas dire qu'elle n'est pas montée à l'échelle planétaire. Je crois qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a quand même plus d'acteurs concernés, plus d'entreprises. Elle est citoyenne, mais pas politique, c'est ça que vous voulez dire. Oui, ça commence, mais on est encore loin du compte. Et donc, le monde... Je ne peux pas dire que le monde n'est pas ouvert. Les sociétés sont plurielles. Il y a beaucoup de choses qui peuvent les mettre en marche, mais c'est sûr que c'est une bataille sur tous les fronts. Très bien, nous la mènerons ici aussi, entre autres. Merci à tous les trois. L'émission continue avec Xavier Mauduit et Jean-Mathieu Pernin, de point de vue malicieux sur l'histoire et l'actualité, mais c'est juste après Désintox, ce soir, Daesh et les enfants suédois qui pointent le doigt vers le ciel.